Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Saïd Mouhamadi, président de l'association des étudiants du CUM, le centre universitaire de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelques semaines, vous étiez ici même et vous annonciez justement, vous pointiez du doigt la situation des étudiants de Mayotte et vous avez également prévenu que si rien n'était fait pour changer les choses, vous n'excluez pas de descendre dans la rue. Aujourd'hui, vous avez été reçu par des élus du conseil départemental. Qu'avez-vous obtenu? On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors ça chauffe à Ouangani. Une manifestation s'est tenue ce matin pour dire stop à la violence. Elle est intervenue après 2 agressions, dont l'une particulièrement grave. Les précisions tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 23 octobre. Une foule impressionnante a battu le pavé ce matin à Ouangani pour dire stop à la violence. Après les 2 dernières agressions, dont l'une sur un adolescent actuellement dans un état grave, les administrés ont décidé d'agir et en appellent à la responsabilité de chacun. Dans un peu plus d'1 semaine, le 101e département va vivre un mouvement de grève générale historique. Public, privé, retraités, chômeurs, citoyens, l'intersyndicale convie l'ensemble de la population à battre le pavé pour exprimer le malaise social. La brique traditionnelle va-t-elle redevenir à la mode sur le département? C'est en tout cas ce que souhaite un cabinet d'architectes actuellement à Mayotte pour promouvoir les vertus de ce matériau. Reportage à la fin de cette édition. Stop à la violence, voici le mot d'ordre de la marche pacifique qui s'est tenue ce matin dans la commune de Ouangani. Une foule impressionnante a participé à ce mouvement pour protester contre 2 nouvelles agressions qui se sont produites aujourd'hui, cette semaine dans la ville. La coupe est pleine et il semble grand temps pour les habitants que chacun prenne ses responsabilités. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ils étaient nombreux ce matin à marcher pour la paix et la sécurité. Venus de Ouangani, Kokoni, Kahani ou encore Barakani, tous ces hommes et ces femmes sont là pour dire stop à la violence. Non à la violence dans notre département, non à la violence à notre République, non à la violence en fait dans notre commune, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'île, notamment ce qui s'est passé aussi avec mon agent Mchinda, et puis aussi pour Raïm. Donc le jeune homme aujourd'hui, Dieu merci, les agents de CHM, ils ont fait un excellent travail pour sauver le jeune homme parce que les 2 premiers jours c'était très dangereux. Une violence qui n'a de cesse de s'épanouir dans la commune. Cette semaine encore, un médiateur a été violemment agressé par des jeunes tandis qu'un adolescent a été grièvement blessé à coups de pierre. Sa maman était présente dans le cortège pour crier sa colère. Rihan kanay to de karasaka tsimanjary zay miroan tragno rihan kanay vonivonindrenanay zay vahanankia zay nitsoampare zay ampanentanandre babasy vokiasy zahay fa va zay tsinkobalokoary avano kabary antanananay han kanay ndika jeto l'hôpitaly si babu no hanka karana handreo safike ambandre rihan kandre basi vo kiasi. À l'image de cette mère victime directe de la violence qui sévit dans la commune, tous ces hommes et ces femmes ont souhaité s'unir pour que les choses changent. En effet, l'insécurité grandit et le sentiment d'impunité de certains délinquants ne semble connaître aucune limite. Face à l'urgence d'endiguer ce fléau, il n'est plus l'heure de trouver des responsables mais de réfléchir à des solutions, avec un slogan qui revient régulièrement: que chacun prenne ses responsabilités. Le premier responsable, peut-être, c'est moi aussi. Je suis un parent, donc j'ai des enfants qui sont déjà majeurs, mais ados. C'est à moi de leur régler aussi, de dire ce qu'il faut faire et non pas à la violence. Et stop, pour Ouangani, stop. L'État a sa part, la commune a sa part, la population a sa part. Maintenant, on a dit stop, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est un message très clair. Chaque village doit gérer ses enfants. Chacun doit prendre sa responsabilité. L'État doit prendre sa responsabilité, les parents doivent prendre les responsabilités, les élus de Mayotte doivent prendre les responsabilités, les éducateurs doivent prendre les responsabilités, tout le monde. Le cortège parti de Ouangani a marché jusqu'au lycée de Kahani. Après Mtsamboro dimanche, c'est au tour des habitants de Ouangani de marcher pour que les choses bougent et pour que cette violence cesse une fois pour toutes.
Alors des termes qui reviennent souvent, Pierre, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, je pense que c'est le terme approprié à la situation, que chacun prenne ses responsabilités, les élus bien sûr, l'État, les maires, mais aussi les citoyens, les parents. Les parents surtout. Voilà, on sait que la délinquance est le fait souvent de jeunes, alors parfois de jeunes isolés, de mineurs isolés, mais c'est pas uniquement le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement délaissés, qui errent dans les rues. Les parents ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'on fait des enfants, il faut s'en occuper. Il faut veiller à ce qu'ils font. Voilà, notamment lorsqu'on voit que ces enfants sont souvent sortis, qu'ils rentrent très tard, on ne sait même pas à quelle heure ils rentrent. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà, on a eu une première marche. Alors, c'est pas exactement la même chose qu'à Mtsamboro. Et d'ailleurs, les slogans étaient bien moins durs. Il n'y avait pas de conflit communautaire derrière ce mouvement. Voilà, c'était plutôt que stop à la violence, il faut que ça s'arrête, c'est grave, on ne peut pas comme ça, en toute impunité, attaquer à coups de chambo, c'est invraisemblable. Voilà, donc c'est une nouvelle marche et un cri de colère. Alors vous parlez justement de ces attaques au chombo, on le voit souvent à l'extérieur, beaucoup de personnes se baladent avec des chombos, c'est quelque part dans la culture locale et aujourd'hui ça se retourne un petit peu contre les habitants. Oui, enfin écoutez, c'est surtout que il y a beaucoup de gens qui ont leur chambo et ils l'utilisent pour travailler. Oui. C'est vraiment un fait isolé. Ces personnes qui l'utilisent pour se venger, pour attaquer, les autorités, c'est compliqué. On peut pas interdire le chambo. Il y a des personnes qui travaillent avec cet outil. Maintenant, ceux qui s'en servent, il faut qu'ils soient punis, qui s'en servent en tout cas pour attaquer. Il faut qu'ils soient punis très sévèrement et que cette arme passe. C'est une arme criminelle. Elle peut justement tuer. Revoir peut-être le regard qu'on a sur cette arme, comme vous dites. Probablement, en tout cas au niveau de la justice, lorsque les personnes attaquent avec cette arme, c'est très grave, ça peut blesser gravement. Voilà. Après, il y a aussi les pierres. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut aussi qu'on agisse sur les pierres et que parce qu'on utilise, il y a eu un jeune qui a été gravement blessé à coups de pierre. Voilà, c'est compliqué, c'est juste, surtout, il faut être sévère quant aux sanctions que la justice donne avec ce genre d'événements gravissimes. Et puis voilà, la population en a marre, les gens en ont marre d'être dans l'insécurité, ils en ont marre de se faire agresser, d'avoir leurs enfants à l'hôpital, Eva Sané, ça peut plus durer, c'est invraisemblable. Alors, localement, comment ont réagi les élus ? Écoutez, les élus, quand on parle de chacun doit prendre sa part de responsabilité, et les élus aussi, maintenant, que peuvent-ils faire ? Ils ne sont pas, c'est pas eux qui gèrent la police, c'est pas eux qui gèrent ils sont aussi victimes parfois. Maintenant, c'est sûr que eux, ils ont un pouvoir, ils sont les représentants des citoyens, donc c'est à eux d'essayer de faire bouger les choses, c'est à eux de sensibiliser aussi, d'expliquer peut-être aux parents qu'à un moment donné, il faut s'occuper de ses enfants. Et voilà, il faut que chacun, que l'ensemble de la population du département essaye d'agir contre ce fléau de la violence à Mayotte. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et autre mouvement de colère, celui des avocats. La grève continue et a pris hier une tournure particulière en raison de la tenue en catimini de plusieurs audiences. L'une d'elles qui se tenait au centre pénitentiaire a mal tourné. En effet, un agent a été blessé par un mineur, un justiciable qui ne disposait pas d'avocat pour le défendre. Une affaire qui risque de faire du bruit, mais qui n'affecte pour pas du tout la détermination des avocats quant à leurs revendications. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Au lendemain des incidents qui se sont déroulés hier au centre pénitentiaire, les avocats ont entamé un nouveau jour de grève. Ils se sont réunis plusieurs fois dans la journée, notamment pour décider des suites à donner à leur mouvement. Et après 3 jours de durcissement, ils ont décidé d'adopter une nouvelle stratégie. On a indiqué aux magistrats que le mouvement des avocats continuait. Selon une autre modalité, c'est-à-dire qu'on ne bloque plus le tribunal, on va laisser les audiences se dérouler, mais en revanche, on va quand même continuer à les perturber, puisque sans perturbation, les audiences vont se tenir et les échos qui vont être amenés à Paris vont être que tout se passe bien à Mayotte et la ministre ne changera pas d'avis. Les incidents d'hier au centre pénitentiaire ont beaucoup fait parler. Alors que le juge d'instruction tenait une audience, les robes noires ont fait irruption dans le cabinet, n'acceptant pas que l'homme soit entendu sans avocat. Le magistrat qui officiait leur a refusé l'accès et pour se faire entendre, les cris et les chants ont fusé dans les couloirs de la prison avant que les événements ne tournent à la panique, avec le détenu qui s'en est pris à son gardien et l'a blessé. Le bâtonnier a donc tenu à calmer le jeu aujourd'hui,
tout en restant ferme quant à la poursuite du mouvement. Je rappelle qu'effectivement dans d'autres barreaux, des avocats se sont fait charger. Moi je cherche absolument à ce qu'il n'y ait pas de rupture avec les magistrats qui pour la plupart nous soutiennent dans notre mouvement. Donc on est en dialogue. On a fait une réunion pendant 1h30 avec le procureur et le président et on s'est entendu sur des modalités pour qu'on puisse continuer la grève sans pour autant il y ait une rupture entre les deux institutions. Du côté du centre pénitentiaire, les agents ont exercé leur droit de retrait pour protester contre les incidents de la veille. Par le biais d'un communiqué, l'intersyndicale composé de la CGT ou encore de FO parle d'avocats voyous, tandis que le directeur du centre pénitentiaire a saisi le parquet. Le maton agressé va quant à lui porter plainte, tandis que les avocats réfutent toute responsabilité en ce qui concerne les gestes de l'agresseur. Une affaire qui risque fort de ne pas s'arrêter là. Annoncée depuis plusieurs semaines, la grève générale débutera le 3 novembre prochain. Les syndicats sont déjà en ordre de marche pour faire de ce mouvement un rassemblement historique avec une large palette de revendications. Ce matin, l'intersyndicale était sur notre plateau afin de nous en dire plus sur la teneur de ce mouvement. Les précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Public, privé, retraités, chômeurs, citoyens, tout le monde est convié à battre le pavé le 3 novembre prochain, date du début d'un mouvement de grève générale. Si certains, comme les enseignants du premier et du second degré, ont déjà lancé les premiers coups de semonce, le besoin d'un mouvement interprofessionnel semble indispensable pour les représentants syndicaux. On a obtenu un rendez-vous hier là, au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. On s'aperçoit une fois encore qu'on a des interlocuteurs qui font semblant de ne pas connaître les dossiers. Donc effectivement, on va appeler les collègues le 3 novembre et on espère bien être suivis. Alors maintenant, moi je tiens à souligner quand même le côté historique de cette journée du 3 novembre. On a des gens qui vont être très différents, des salariés très différents, des salariés du public, des salariés du privé, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui passent leur carrière ici, mais tous ont fait le diagnostic de il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut absolument faire avancer les choses et la journée du 3 novembre, elle est là pour faire avancer les choses pour tout le monde. Parmi la large palette de problèmes qui sera déballée dans la rue, le licenciement des délégués syndicaux du groupe Colas. En effet, les syndicats ont conscience d'avoir failli et souhaitent aujourd'hui faire entendre leur colère. Moi, je trouve regrettable que nous, les organisations syndicales, nous n'avons pas su anticiper pour mobiliser les salariés de la Colas afin de protester contre le licenciement abusif de leurs délégués syndicaux. Et ceci dit que notre silence profite à la direction de la Colas, donne raison à la direction de la Colas comme quoi que ce qu'ils ont fait, oui, c'était bien. Et moi, ce n'est pas du tout mon intention de laisser faire ça comme ça. Les revendications sont pour ainsi dire les mêmes que celles de la CCT extraordinaire qui s'est tenue en 2010. S'y ajoute cependant la question de l'attractivité ou du taux d'indexation. De quoi faire dire aux syndicats que 5 ans plus tard, il est temps de se remobiliser et de s'unir face à ce constat que rien n'avance. Aujourd'hui, on est dans l'unité syndicale et cette unité-là, il ne faut pas l'ébranler. Il ne faut pas casser cette unité-là. C'est cette unité-là qui va construire le rapport de force nécessaire pour vaincre le grand patronat. Parce qu'il n'y a pas que la Colas comme interlocuteur devant. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a tous les grands patrons. Ils sont contre le syndicalisme mahorais. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on réaffirme notre détermination dans l'unité syndicale. On est dans l'action syndicale, Patrick. Quant à savoir la forme que prendra le mouvement, les représentants syndicaux ont réfuté l'idée d'un mouvement d'une seule journée. La grève générale démarrera le 3 novembre et pourrait être reconductible à souhait. Nous allons commencer le 3. La grève était prévue. La grève générale, je parle bien, est prévue pour la journée de 3. Et nous l'avons à chaque fois annoncé que c'est une journée test. Nous allons voir après la réaction des pouvoirs publics. Est-ce qu'il va y avoir des réponses par rapport aux revendications légitimes des salariés de Mayotte et de l'ensemble des travailleurs de Mayotte, ou on va continuer à faire la sourde oreille? Si on continue à faire la sourde oreille, effectivement, ça peut être une grève reconductible. À l'aube de ce mouvement historique, l'unité semble réelle entre les différents syndicats.
L'intersyndicale prépare ce mouvement depuis plusieurs semaines afin que l'État prenne conscience de la gravité des problèmes qui sévissent dans le département, en affirmant encore et toujours que ce mouvement ne sera pas comparable avec 2011 et qu'il faudra désormais parler de 2015. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Et autre grève dont il a été question pendant un moment, celle des étudiants. Et pour en parler avec nous, Saïd Mohamadi, président des étudiants du CUM, le centre universitaire de Mayotte. Alors vous l'aviez dit, si rien n'est fait pour régler la situation des étudiants qui sont en souffrance, vous alliez descendre dans la rue. Or aujourd'hui, une réunion s'est tenue avec les élus du conseil départemental. Qu'a-t-elle donné ? Oui, alors effectivement, à la suite des nombreux courriers qu'on a envoyés à la préfecture, au service de la préfecture et au département, aujourd'hui avait lieu une deuxième rencontre avec le département et les transporteurs afin d'évoquer le problème de transport étudiant, mais également le problème de l'insécurité. On a eu un certain nombre d'engagements de la part du département. Maintenant, il existe a priori des lignes de transport qui sont là depuis plusieurs années et qui malheureusement avec le découpement du marché sont en quelque sorte invisibles, voire inexistants. Donc un certain nombre d'engagements ont été pris par le département. Nous avons évoqué nos problématiques, nous avons évoqué les difficultés qui sont les nôtres, à savoir l'insécurité qui est due à ce problème de transport ou en quelque sorte de près ou de loin à ce problème de transport. Et je pense que nos revendications ont été entendues. Aujourd'hui, le département s'est engagé et on va voir ensemble si on s'est donné un délai de 2 semaines, voire 1 mois pour se revoir afin de voir si effectivement les engagements pris par le département ont été pris ou pas. Donc clairement, vous attendiez à avoir des transports qui vous amèneraient d'un point A jusqu'au centre universitaire, pas forcément vous déposer sur des endroits où qui vous obligeraient à prendre le chemin par vous-même au risque de vous faire agresser. Oui, en fait ce qui se passe cette année, c'est que les étudiants du centre universitaire sont obligés de marcher du collège de Dembéni jusqu'au centre universitaire, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. C'est malheureusement ce flux de montée et descente d'étudiants a donné des idées à certains agresseurs qui aujourd'hui n'ont pas hésité à agresser sévèrement certains étudiants. Ces agressions ont été identifiées par le service de police, des interpellations ont été faites, ça a réglé en partie le problème de l'insécurité, mais si vous voulez, le problème de transport était jusqu'à ce jour, existant. La rencontre d'aujourd'hui a permis déjà de lever certaines problématiques, notamment un problème de communication entre les services de transport et les étudiants. Une campagne de communication va être menée à partir de la semaine prochaine et nous verrons comment tout ceci va se mettre en place. Il y a l'étiquette aussi de prioritaire sur les transports scolaires qui va sauter. Les étudiants du centre universitaire pourront bénéficier des transports du collège de Dembéni au même titre que l'ensemble du transport scolaire, ce qui est quand même une avancée assez considérable au vu de la situation actuelle. Donc là, clairement, vous ne parlez plus de grève. Vous allez attendre que le délai passe pour pouvoir vous prononcer. Nous, ce qu'on voulait véritablement, c'est pas manifester pour manifester. On demandait à ce que les élus s'assoient sur une table, parlent avec nous, évoquent avec nous le problème de l'insécurité et le problème du transport. Ce qui a été le cas aujourd'hui. On a réussi à avoir des avancées considérables. Maintenant, on va s'asseoir sur la table régulièrement avec les élus afin d'améliorer les choses pour que ces problématiques-là ne se représentent plus à l'avenir. Des avancées ont été trouvées aujourd'hui, donc ça n'a plus lieu d'être de faire une manifestation. Merci beaucoup pour ces précisions, Saïd Mohamadi. Je rappelle que vous êtes le président des étudiants du CUM, le centre universitaire de Mayotte. Et la première pierre du futur siège de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a été posée ce matin par le préfet, le sénateur Thani Mohamed Swalihi. Un événement qui s'est tenu en présence de personnalités locales et de nombreux acteurs sociaux de l'île dans le futur bâtiment de 23 millions d'euros qui abritera également les locaux de l'ARS. La Caisse générale de sécurité sociale de Mayotte fera l'acquisition de 6 400 mètres carrés de bureaux. Cette première pierre posée marque d'ores et déjà une grande avancée pour le territoire. Un reportage signé Shakila Youssouf et Fred Souleymana.
C'est au son d'Embiwi que tous les invités sont accueillis. Place ensuite au discours des officiels et notamment du préfet Seymour Morsi. L'urbain est une chose, mais l'humain est encore plus important. On a évoqué les différents publics. Il y a les enfants, il y a les familles, il y a les personnes qui sont en situation de handicap, il y a les personnes âgées. C'est toute la chaîne de nos générations qui est ici visée par ce projet-là. Et c'est sous la bénédiction de la pluie que la première pierre de cet édifice a été posée par le préfet devant une foule d'invités. Le premier pôle social du département, 10 endroits qui se réunissent sur un seul, avec toutes les générations qui vont pouvoir trouver ici des réponses. Il n'y a aucune page qui s'arrête, on avance ensemble petit à petit et tous les projets sont apportés avec la même passion et je serai heureux que ceux qui viendront après nous continueront à faire avancer les choses comme moi j'essaie de les concrétiser au moment où je suis là. La CSSM a racheté ce terrain d'une surface de 6400 m² dans le but d'offrir aux usagers une meilleure qualité de service en regroupant toutes les branches de la CCSM dans un seul bâtiment. L'ARS qui sera située à quelques mètres pourra également travailler en meilleure collaboration avec la Caisse générale de sécurité sociale de Mayotte. Et aujourd'hui, compte tenu de la maturité de la Caisse, il fallait qu'on se lance dans un projet immobilier d'envergure pour donner les meilleures conditions d'accès aux usagers, les meilleures conditions de travail à nos salariés. L'antenne de Petite Terre restera. Nous garderons aussi notre accueil de proximité dans le nord, à Mjago, il existe déjà. Et nous allons procéder aussi à l'ouverture d'accueil de proximité dans l'ouest et dans le sud. La création de ce bâtiment commun, c'est la réalisation d'un travail qui a déjà commencé, mais qui va pouvoir prendre toute sa mesure, puisqu'on va travailler assurance maladie, sécurité sociale, donc le financeur, et agence régionale de santé, l'État, dans la meilleure organisation possible des systèmes de soins, de la santé, de la prévention. C'est une excellente occasion. La CSSM et l'ARS s'installeront donc sur une surface de 8500 m² sur les 12 500 que l'entreprise CBO Territoria Réunionnais a prévu de commercialiser. Salim Naouda, le président de la Sécurité sociale, attendait ce moment depuis 10 ans. Comme par hasard, la France fête les 70e anniversaire de la sécurité sociale. Nous installons ou nous posons la première pierre pour le bâtiment qui va œuvrer dans ce sens, qui va abriter la sécurité sociale de Mayotte. Donc c'est une avancée et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont accompagné ce projet jusqu'à sa concrétisation. En plus de l'ARS et de la CSSM, la réalisation du quartier d'affaires devrait générer un chiffre d'affaires total de 36 millions d'euros. Le début des travaux est prévu à la fin de cette année, tandis que la livraison devrait survenir courant 2017 pour le plus grand bonheur de tous. Et parmi les problèmes que le département se doit de régler, il y en a un qui revêt une urgence toute particulière. En effet, lorsque l'on connaît l'insécurité qui règne sur le département, le besoin en éclairage public est criant. La municipalité du chef-lieu a donc décidé de lancer des études en ce sens. Objectif, faire de Mamoudzou une ville aussi illuminée que ses consorts métropolitaines. Ainsi, d'ici 2 ans, la mairie s'engage à offrir aux administrés un éclairage public digne de ce nom. On écoute le premier adjoint au maire, Bakar Aliboto, qui nous en dit plus sur le sujet. Mais les travaux ont déjà commencé. Ouais. Ils sont venus 2 fois ici, les représentants de ce cabinet, CACR, et que d'ici peu, ils vont rendre le diagnostic et nous lancerons les études pour que assez rapidement, Mamoudzou soit éclairé complètement, pas éclairé comme ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est vraiment un plan d'organisation de la lumière au niveau de l'agglomération. Quand est-ce qu'on aura tout cet éclairage mis en place? À peu près, la période? Déjà au niveau de la rocade, nous allons changer dès l'année prochaine parce que vous voyez comment ça se passe. Dès l'année prochaine, nous allons installer déjà une partie de la lumière provisoire, mais mieux que ce qu'il y a là en attendant les études. Mais globalement, par rapport aux études, par rapport aux travaux, il faudra compter dans les 2 ans à venir où vous aurez la lumière Mamoudzou éclairée comme Lyon le 8. Et 2e édition du festival du film pour enfants et ados de Mayotte ou encore Mtoro Chamou, artiste maoré de l'année. C'est également dans l'actualité de ce vendredi 23 octobre et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de rendre obligatoire par décret les formations universitaires sur la laïcité et le dialogue interreligieux pour les aumôniers et les imams financés par des pays étrangers. Depuis 2012, l'Université catholique et celle de Lyon 3, la Grande Mosquée de Lyon, le Conseil régional du culte musulman et l'Institut français de civilisation musulmane ont conçu des formations universitaires.
Cadres religieux, agents publics, policiers ou gendarmes, élus ou responsables associatifs peuvent ainsi obtenir un diplôme universitaire intitulé Religion, liberté religieuse et laïcité, ainsi qu'un certificat sur la connaissance de la laïcité. Le ministre a annoncé vouloir prendre un décret rendant obligatoire l'obtention de ce diplôme universitaire pour tout aumônier rémunéré par l'État dans les 2 ans qui suivent son recrutement. Il souhaite également que les imams détachés qui exercent dans les mosquées françaises en étant rémunérés par leur pays d'origine puissent suivre ce cursus. Il n'y aurait donc plus de place pour l'improvisation et ce sont les religieux qui auraient la charge d'identifier sur un territoire les enseignants déviants afin que l'obligation de la loi pèse aussi sur eux. La 2e édition du Festival du film pour enfants et ados de Mayotte débute demain. Pour cette nouvelle année, l'événement se donne l'importante mission de construire le public cinéphile de demain en instaurant notamment un lien entre la famille, le village, l'école, le centre d'animation et la salle de cinéma Alpaggio. Du 24 octobre au 4 novembre 2015, c'est dans une démarche intergénérationnelle qu'enfants, ados, parents, animateurs et enseignants feront ensemble ce grand voyage dans le monde magique de l'image. Le programme varié a été pensé par le conseil départemental et proposé en collaboration avec Comme+, tant en termes de sujets traités que de supports présentés. Dessins animés traditionnels, films d'animation 3D et documentaires, petits et grands auront la chance d'aller voir ou revoir Les 4 Fantastiques, Aladdin, Le Roi Lion ou encore Le Petit Prince. Rendez-vous donc demain dès 13h au cinéma Alpaggio. Le chanteur Mtoro Chamou vient d'être élu artiste mahorais de l'année. Les Voix de l'Océan Indien ont récompensé cet homme à la carrière déjà bien remplie. Depuis ses débuts au sein du groupe de rap Mtsa Pere Power, jusqu'à la sortie de son premier album solo en 1998, le jeune artiste a connu une trajectoire très atypique. Aimé et reconnu pour son talent unique, Mtoro Chamou est passé maître pour ses paroles, ses mélodies et ses messages. Avec sa musique, il crée un pont au-delà des différences entre la tradition et la modernité, entre Mayotte et le reste du monde. Une belle récompense donc pour un artiste qui vit aujourd'hui à La Réunion, mais qui n'a jamais oublié son île natale, dans laquelle il n'hésite pas à revenir pour y satisfaire son public et y puiser son imagination. Il y a quelques jours, les musulmans du monde fêtaient le nouvel an du calendrier islamique. Et le 10e jour de ce premier mois de cette nouvelle année, le jour de Ashura, est également très important. Cette journée permet en effet d'expier les péchés de l'année par le jeûne. Mais cette année, la date est incertaine. Il est alors conseillé aux fidèles de jeûner le vendredi 23 et le samedi 24 octobre. Le Fundi Mohamed Afidou tente de nous expliquer l'importance de ce jour saint au micro de Shakila Issouf. Yaumul Ashura ihusu kwamba wavirintongo yingi kabisa mbele zahe maislamu mbele zahe maprofeti ikawa watende manava mionjuza mingi ikawa iviri osukuo manava mitume kao Allahu tabaraka wa taala hende na wavukisha mwenmema ba mazito ikawa yakawapara. Rasuli sallallahu alaihi wasallam ajibu arongwamba Musa alaihi salatu wasalam umkaribu mwami raha na wanya. No, wenge hambie maswahaba mba iladhimu mfunge usuku maana kaka sinamua tamwajaun iladhimu rifunga usuku. Alafu maswahaba wa Muzisa basekari funguri na intini shaupara awambia mba Allahu tabaraka wa taala antomsamihini emakoseka udo ya henda na uvira armo mwahaika udo wa vira ula. Subhanallahu wa ni'mal wakil 70 fois itokiri neka kusujwa hiyo usojwa dorongo wa inu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Almuhimu sikuwa meso mria fanye jitahidi amba yende na udhukuru Allahu tabaraka wa taala hawingi haukaya mandari haliwa na zoni wazirongwa tena amba usikuwa meso hiyo wodo siku ikawe kiameso da nohima na kiameka uyonziro kabisa. Et enfin, un cabinet d'architecture travaille actuellement pour faire reconnaître la brique de terre par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Le matériau utilisé pour les constructions de maisons depuis 30 ans à Mayotte, notamment par la CIM. Un retour à la source qui à long terme pourrait permettre la création d'emplois et qui contribuera ainsi au développement durable. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. On croit que c'est de la brique du ciment. Non, c'est de la pouzzolane, du sable et ciment. Et ça, c'est les éléments plus petits avec lesquels on fait les arcs, les coupoles.
Les briques de terre comprimées, souvent dénommées BTC, sont de la terre tamisée, très légèrement humide et fortement comprimée à l'aide d'une presse. Une fois pressées, elles sont stockées et séchées sous bâche durant 1 à 3 semaines. Sa résistance n'est plus à prouver et c'est pour cela que l'architecte Hugo Casnier souhaiterait relancer la construction d'immobilier avec la brique de terre. En fait, c'est une continuité effectivement de la tradition mahoraise. On est sur quand même un matériau qui est beaucoup plus moderne que le banga traditionnel, mais effectivement c'est cette continuité, cette avancée vers en fait qu'est-ce que c'est qu'un matériau qui utilise les ressources aussi de l'île, quoi, tout simplement en fait. Des maisons en briques de terre, donc on a d'après les estimations, il y aurait près de 20 à 25% de la population recensée qui vit dans des maisons en briques de terre. Donc en fait, ça représente une grande part des constructions de l'île de Mayotte, quoi. Historiquement, Mayotte a prouvé qu'il était possible de bâtir tout un village avec la brique de terre. Le bilan énergétique ou bilan carbone de cette brique est particulièrement favorable lorsqu'elle est fabriquée sur le lieu même de la construction. Des dimensions appropriées permettent ainsi de monter des murs conventionnels sur 2 étages, un matériau noble et naturel, bon pour les résidents et pour l'économie de l'île. Il y a eu des événements, le tremblement de terre de 93, il y a eu les cyclones Kamissi et les cyclones Felixa. C'est la tenue de ces bâtiments face à ces séismes qui a conduit, qui a encouragé ceux qui avaient travaillé avant de pousser plus loin la recherche sur le matériau et puis de sortir tous les atouts de ce matériau pour en faire un matériau normal comme les autres matériaux. Quand on regarde le parc immobilier à Mayotte, les maisons qui étaient construites, le logement social, les logements locatifs, les bâtiments publics, ils sont restés stables jusqu'à présent. Donc la brique en tant que matériau, c'est un matériau fiable. Favorisant le développement durable et la cohésion sociale, les briques BTC peuvent être utilisées comme murs porteurs, murs trombes, cloisons d'agencement, voûtes, voûtins, arcs, coupoles ou encore four à pain. Le cabinet d'architectes entreprend des démarches pour faire valider le document via 3 points indispensables: la durabilité, la fiabilité et la sécurité de la pierre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Suivront juste après les invités du temps de parole, les représentants syndicaux de la terre syndicale. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Et enfin, demain et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.